Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une première du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, soit la libération d'une horde de caribous qui étaient en captivité depuis 4 mois et puis qui ont été relâchés le 23 juillet dernier. Alors, avec grand plaisir, je reçois un des responsables de cette belle opération, soit le biologiste grande faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Marcel Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Paré, d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment très gentil de votre part. On a vu, ça a fait les manchettes. C'est une première. Première dans le sens qu'on a capturé des femelles qui étaient en gestation à la fin de l'hiver, en fait au début avril, pour les maîtriser, les immobiliser physiquement, puis les transporter en hélicoptère près d'un enclos. Ensuite, on les libérait, évidemment, une à la fois. Là. Okay. Mais et puis là, c'était de les garder, en fait, leur donner les bons soins, s'assurer qu'elles vivent bien jusqu'à ce qu'elles aient leurs jeunes et que les jeunes se soient développés suffisamment pour les libérer en nature. OK. Fait que là, vous avez passé de l'étape 1 jusqu'à la fin, mais on va aller plus en détail, cependant, dans tout ce qui s'est passé. Alors, ces femelles-là, les caribous venaient de quel endroit? C'est la petite arbre de caribou au sud de Val-d'Or. OK. Qu'on suit depuis longtemps. En fait, c'est le restant de caribous qui existait en région depuis fort longtemps. En fait, évidemment, ils étaient plus nombreux avant que le développement, disons, industriel se fasse. Et graduellement, elle a réussi à subsister avec beaucoup de mesures de protection, tout ça. On n'avait pas le droit de les chasser, sûrement. Non, effectivement. Et puis, voilà. Alors là, on en était à une étape où, après avoir subi peut-être une période de prédation importante, principalement par le loup, un peu de braconnage, tout ça, la population avait diminué de moitié au début des années 2000. Oui, exactement. On parlait de 25 individus environ à ce moment-là. Okay. Et puis là, on a mis en place un plan de rétablissement avec un comité des gens du secteur de Val-d'Or, etc. Et on avait fixé un certain nombre d'actions pour arriver à rehausser. En fait, l'objectif, c'est de ramener la population à une cinquantaine d'individus. Et dans les dernières années, on parle surtout comme 2012, on voyait qu'il y avait pratiquement pas de jeunes qui survivaient, en tout cas qui venaient renouveler la population, malgré des efforts importants pour contrôler les prédateurs potentiels, après avoir augmenté aussi beaucoup d'informations dans le secteur pour augmenter en tout cas la vigilance des gens et la protection. Et là, on arrivait à un point plus déterminant. On dit, là, il faut vraiment augmenter la survie des jeunes pour arriver à rehausser, ou maintenir la population. Oui. Alors là, on en était là. Alors là, avec les années, évidemment, avant d'arriver à avoir des subventions de différents partenaires, de compagnies minières, etc., et de réaliser, en fait, tout le protocole expérimental, là, on arrivait à pouvoir procéder à l'opération en début d'avril passé. Si on fait juste une parenthèse, M. Paré, et vous me permettrez, le caribou est-il vraiment autant en danger que ça? Oui, parce que, évidemment, il est vulnérable. Vulnérable parce qu'il a tendance peut-être à être un peu moins vigilant, peut-être que d'autres cervidés. Il y a un niveau de reproduction qui est un peu plus faible que l'orignal, par exemple. Elle va avoir seulement qu'un jeune par année à partir de 3 ans. Mm-hmm. Donc, ça, c'est des éléments qui jouent, qui font que l'espèce est, je dirais, plus fragile. Supporte mal aussi des grands dérangements, des grandes perturbations, que ce soit les coupes, que ce soit les chemins, des activités minières, par exemple, etc. Il est dérangé. Il faut pas s'en cacher. Il est vraiment dérangé. Par contre, avec les années, évidemment, on a réussi à créer des secteurs qui sont protégés, entre autres par la création d'une réserve de biodiversité qui couvre une partie, ou du moins les principaux éléments de son habitat, la réserve de biodiversité là, au sud de Val-d'Or. Oui. Mais on protège aussi d'autres grands massifs forestiers autour de ça pour limiter le plus possible le dérangement et les perturbations. Fait que l'objectif premier de cette opération-là était, la gestion c'était que les femelles mettent bas. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Pour mettre bas, on savait
par les Oui. travaux passés, tout ça, on savait, OK. par exemple, quand on en capturait pour mettre des colliers, on prenait des prises de sang, on prélevait des échantillons de sang et on savait qu'elles étaient en gestation. La plupart d'entre elles, en tout cas, dans OK. les derniers 10 ans, disons. Mais quand on arrivait à l'automne, il n'y avait pas beaucoup de faim. Donc, on disait, ben, la survie n'est pas très élevée. OK. Donc, généralement, c'est ça. C'est durant les premières semaines. Souvent, il y a une mortalité qui est importante, causée par des prédateurs. Donc, Là- le fait de les mettre à l'abri, Oui, du moins exactement. pendant quelques semaines, Oui. ben, ça peut augmenter sensiblement. Puis ça, en fait, on n'inventait rien de ce côté-là. Il y a eu des expériences qui ont été menées dans l'Ouest canadien, au OK. Yukon, par exemple, OK. puis dans l'Ouest d'Alberta, puis ça a bien fonctionné. C'est ce qui vous a incité à faire pareil ici. Tout à fait, oui. Monsieur Paré, bon, moi, là, j'aimerais que vous nous expliquiez l'opération elle-même. Comment vous avez fait, quelle méthode vous avez pris à partir de la capture de 4 femelles, c'est Oui, ça? oui. À partir de cette capture-là, vous les avez emmenés comment? Vous les avez placés en enclos pendant 4 mois. Expliquez-nous un peu là, comment tout ça, là, quand vous êtes arrivé sur le terrain, on va chercher 4 femelles, là, comment que ça s'est Comment ça passé? s'est déroulé? Oui. OK, bon. On savait évidemment les semaines d'avant où les bêtes avaient passé l'hiver. Donc, OK. elles étaient bien rassemblées dans un secteur, puis je dirais encore, pour faciliter, je dirais qu'elles étaient pas tellement loin de l'enclos, peut-être à 10 ou 15 kilomètres maximum. Et on était à quel temps de l'année, là? Ça, on était en début d'avril. OK, c'est Ouais. beau. Avril 2014. C'est ça. OK. C'est ça. Donc, alors, une équipe expérimentée, des gens du ministère qui font de la capture de ce genre-là depuis des années, dans le Nord, puis dans d'autres régions du Québec, était venu évidemment nous prêter main forte, parce que ça prend beaucoup d'habileté. Donc, il s'agit avec un hélicoptère puissant. Une personne qui est comme attachée, disons, sur le bord de l'hélicoptère avec un lance-filet. C'est une Ah, arme, mon Dieu, une OK. arme avec un Oui. filet qui est projeté. Sécuritaire comme on voit. toujours, là, c'est sûr, Oui. tout le Ah, temps, tout oui, le temps, là, ah, oui. c'est sûr. Et donc, là, il s'agit à ce moment-là, évidemment, d'arriver à sortir les bêtes, comme on dit, de leur ravage, parce que là, ils ont tendance à rester comme camouflés un peu dans des secteurs boisés, tout ça. Dans ces milieux-là, ils sont pas en mesure, tu sais, de traquer ou de tirer sur l'animal. Donc, OK. là, ils arrivaient, évidemment, graduellement, un pilote très expérimenté aussi, qui manœuvre de façon à faire sortir les bêtes. Donc, généralement, il réussit à isoler 2, 3 bêtes à la fois. Ah, oui. Puis là, il choisit aussi là-dedans, il s'agit de prendre vraiment une femelle, puis avec un ordre d'importance, etc. Si c'est une femelle qui est seule, c'est mieux, tu sais, ou, OK. etc. Donc, Mais juste une parenthèse, le duo des airs, comment on fait pour savoir si c'est une femelle? faut voir aussi le derrière, le derrière de la bête. Non, mais c'est quand même faut très vraiment sophistiqué, distinguer, oui. là. OK. Aussi, la présence d'une partie génitale externe, là, OK. ce qu'on appelle la tache vulvaire. Donc, parfois, la corpulence de l'animal aussi peut nous Va dire si donner c'est un mâle, indice. un mâle adulte, par OK, exemple, ou tout ça. OK. Donc, ça va assez bien. Les gens sont bien expérimentés. Et que là, c'est de pousser l'animal finalement à découvert. Puis là, oui, là, la neige était épaisse l'hiver passé, il y en avait épais. Oui. Et donc, les bêtes, pour la première sortie, c'était très exigeant. Alors là, il ne faut pas qu'ils exténuent les bêtes. Il faut qu'ils leur laissent le temps de sortir. Ils sautent, ils avancent. À un moment donné, là, ils ont sorti, évidemment, comme dans une tourbière. Puis là, il a pu tirer le filet sur la Ça prend bête. quand même un pilote expérimenté, Énormément, terriblement. énormément. Parce Expérimenté. que là, il ne doit pas être haut dans Non, les airs, au-dessus au moment de là, l'animal. où il doit tirer, il faut qu'il soit peut-être à peine à 100 pieds. Là, Eh, mon Dieu. À peine, même maximum. Tu sais, c'est OK. même plus de l'ordre de 50 pieds. Je Eh, dirais. mon Donc, Dieu, il faut OK. qu'il soit vraiment prêt là, OK. pour... Puis il faut que le Ah, terrain soit propice à ça aussi. oui, Là. c'est ça. Et puis là, ensuite, bien... là, le pilote, évidemment, va se poser le plus près possible. Puis là, il y a 2 personnes, justement, de l'hélicoptère qui vont accourir pour maîtriser l'animal physiquement. Parce que là, il a reçu une balle tranquillisante. Non. C'est du uniquement physique. C'est uniquement le filet. Filet seulement, OK. Puis là, après OK. ça, quand ils arrivent dessus, c'est vraiment, ils contrôlent physiquement. Ah, OK. Ils peuvent comme attacher un peu les Oui, oui. pattes, tout ça, pour Oui. éviter là, qu'ils donnent des coups ou Oui. qu'ils sauvent. Et puis là, la vétérinaire qui était aussi dans cette équipe-là, ben là, elle vérifie là, avec une échographie là,
si la bête est vraiment en gestation. Ah, OK. Puis si vraiment il y a présence de fœtus, bon ben là il prépare, là elle administre un tranquillisant seulement, c'est pas juste pour calmer Juste la pour bête. calmer la bête, OK. Mettre un bandeau sur les yeux de l'animal pour aussi limiter le stress. Oui, Puis oui. ensuite l'installe dans une camisole de force, là, un peu genre Oui. de toile là, Comme appropriée. on en a vu déjà là, Ouais, c'est ça. les animaux qui se font soulever là, Ouais. par ce genre Mais de dans ce camisole. cas-là, dans le cas du caribou, compte tenu que la grosseur, disons, n'est pas excessive, Ouais, c'est il sûr. était apporté, il était placé directement en arrière dans l'hélicoptère. OK. Donc, c'est pas pendu en dessous. Ah, il n'est pas parce pendu que- en dessous, non, lui. non, non, OK. non. Dû au poids, qui n'est pas le même qu'un orignal, c'est sûr. Ouais, là, ben, c'est il ça. est loin de là. C'est ça. Puis OK. aussi, côté, je dirais, froid ou tout ça, en fait, je pense qu'on mieux Mais placés c'est dans ces délicat cas-là. à faire. Oui, c'est délicat. très. Oui. C'était pensé longtemps d'avance, ça a Ouais. été étudié, Ah oui. maîtrisé, je dirais aussi. Oui, ben là. vous savez, maintenant aussi, toutes ces étapes-là de manipulation, il faut que ça soit comme approuvé par un conseil, disons, de bons soins des animaux. C'est pour être certain OK. que Que stress l'animal ne sera ou- pas c'est ça. trop stressé, ne sera pas blessé aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça fait que ça nous prend, là, faut avoir obtenu un certificat de bons soins avant Ah, de mon passer à Dieu. l'action. Là. OK. C'est- Fait que c'est là, des étapes qui l'animal sont- est rendu dans Ouais. l'hélico. Ouais. Après ça, il se passe. Parce que vous y allez un à la fois, je présume. Oui, oui. OK. Ah oui, tout à fait. Alors là, il est transporté. C'est ça. OK. Là, je vous laisse aller, là. C'est ça. OK. Alors, même là aussi, la vétérinaire est là, évidemment, puis il y avait comme une sonde aussi pour être sûr que l'animal va bien respirer tout OK. le long du trajet ou tout ça. Et puis là, ben voyons, ils viennent se poser près de l'enclos. Le trajet n'est pas tellement long. Non, c'était fameux cet hiver, là, c'était, mon doux, Vous peut-être... dites environ une dizaine de kilomètres, oui, 10-15 c'était kilomètres au 5-6 maximum. minutes, je pense. OK, C'était vraiment OK. court, là. C'est que Parce qu'un long trajet, est-ce qu'un long trajet aurait pu nuire à l'animal? ça nuit un peu plus. OK. Il faut s'assurer justement Parce que que le stress est l'animal... quand même là, mais malgré qu'il a reçu quand même une, C'est ça, le un tranquillisant. tranquillisant. Mais il faut s'assurer, c'est ça, que l'animal respire bien, qu'il a la tête bien placée. Puis parfois aussi, il ne faut pas que l'animal non plus surchauffe. Placé, là, mettons, si les portes avaient été posées, compte tenu d'un plus long trajet, Oui, il faut s'assurer que l'animal ne surchauffe pas. Là, il peut avoir des parce qu'il peut avoir des problèmes à ce traumatismes à ce moment-là. moment-là. OK. Fait que là, vous êtes rendu près de l'enclos. Ouais. L'hélicoptère se pose, puis là, il y a une autre équipe au sol de 2-3 personnes qui vont sortir l'animal, le mettre dans un traîneau, un simple traîneau là, de motoneige. C'est ça. mettons. Puis l'emmener, Puis simplement à pied, on l'amène dans l'enclos. C'était pas tellement loin. Là. OK. Et puis là, une fois près dans le début de l'enclos, bon ben là, vétérinaire, tout ça vérifie. On pris des échantillons de sang. On met une marque sur le... S'il n'y a pas de collier émetteur, on lui en pose un. OK. Avec des bandes de couleurs différentes pour pouvoir distinguer à vue les animaux dans l'enclos par la suite. OK. Mettons une bande de ruban Oui, rouge, OK. une bande de ruban jaune, etc. Est-ce que ça a une signification? Ben, c'est uniquement pour pouvoir bien Uniquement. distinguer chaque individu. OK. Il faut vraiment savoir à qui on a affaire. OK. Telle femelle qui a été prise la première ou la deuxième, puis OK. avec les critères qu'on a pu prendre, là, le poids, etc., lors de la capture. Puis voilà, on a pu procéder en fait aux 4 captures durant la même journée. Ah, OK. On avait eu du mauvais temps la veille, puis on en annonçait le lendemain. Ça fait qu'on avait avantage, en tout cas, à procéder. Puis chose exceptionnelle, c'est qu'il y avait une équipe, imaginez, du National Geographic qui a été sur place pour filmer Oh, tout ça. OK. Ça va faire l'objet d'un reportage cet automne sur le réseau oui. nord-américain. Ah, mon Dieu. Fait Ça fait que, cette opération-là était quand même difficile. Elle était quand même bien coordonnée. C'est sûr qu'il fallait qu'elle soit bien coordonnée. Ouais, Quand on ouais. parle d'un vétérinaire qui est sur place pour que l'animal soit à son mieux, Ouais. ne pas souffrir, ne pas être anxieux, ne pas être calme, c'était tout prévu, ça. là. Oui, C'était comme je tout- disais, depuis un bout de temps, évidemment, le protocole que j'avais eu à confectionner ou à monter avec des collaborateurs de Québec. Puis en plus, on profitait de l'expérience justement de la vétérinaire du Yukon qui avait mené, elle, le gros projet là, par le passé. Ah, OK. Fait que c'est ça qui avait amené en fait l'équipe de National Geographic qui faisait un reportage surtout sur cette vétérinaire-là. OK. Ils voulaient avoir des bêtes vivantes puis tout ça. Mhm. Fait que là, OK. ça donnait bien.
Alors là, on a placé ces 4 femelles-là dans un enclos. J'aimerais que vous nous parlier de cet enclos-là. Quelle dimension avait l'enclos? Oui, si on pense en termes bon, c'est, je dirais, de grandeur moyenne, mais disons, mettons à peu près, là, il est presque circulaire, là. C'est à peu près, disons, 300 pieds par 350 pieds. Là, OK. Parce qu'on parlait d'environ 1,7 hectares. C'est ça. Environ. C'est ça, alors, ouais. 150 mètres par 135 mètres, là, environ. C'est ça, OK. c'est ça. Donc, un demi-kilomètre de contrôle. OK. Donc, quand on avait à la marcher tous les jours, là, pour vérifier que tout était correct. Là. OK. Ouais. Puis, ça, c'était ceinturé d'une clôture de broches Électrifié, c'est ça. électrifiée. Ouais. Pour éviter ça, c'est vraiment pour éloigner, disons, les prédateurs potentiels qui auraient osé, en tout cas, entrer dans l'enclos. Est-ce que ça aurait été possible qu'un prédateur vienne dans l'enclos? Ah oui. Parce que c'était quand même, cette clôture-là avait, elle était quand même, on dit, 8 pieds d'auteur. Puis Prédateur, ça, c'est oui, ce qu'on appelle, c'est de la broche à gibier. Oui, oui. Et puis, elle était doublée d'une membrane géotextile noire pour pas que l'animal voie de l'autre côté. Ah, OK. Donc, ça, c'était important aussi pour éviter que l'animal soit tenté, mettons, de passer ou de se rentrer à la tête dans les carreaux. Mais un prédateur peut arriver, mettons, soit gravir la clôture ou soit creuser en dessous. Oui. Fait qu'il faut, Ça, là, juste si on parlait très vitement, là, à partir du moment où vous avez, où ce projet-là a pris forme, jusqu'à ce que les caribous soient dans l'enclos, ouais. ça a pris combien de temps? Est-ce que ça va l'air est tellement planifié, tout a été pensé, là? Oui. Ah, tout à fait. Ben, on peut parler d'environ 2 ans. 2 ans. 2 ans, là. OK. En fait, l'idée existait depuis un bout de temps, mais à partir du moment où on a dit, là, il faut passer à l'action parce qu'il n'y a pas assez de jeunes dans la population, à ce moment-là, il y avait le site qui a été choisi. Il a fallu valider, vérifier plusieurs endroits. On voulait un site qui soit tranquille, qui soit assez près des sites traditionnels de mise bas au moment où on les libère, tu sais, qu'il n'y a pas à franchir. Là, parce qu'il y a des autres qui étaient là pour 4 mois. Oui. OK. Ouais. Et on l'a... Est-ce que le temps passe vite, monsieur? On leur donnait quoi à manger? OK. Au début, c'est du lichen. En fait, du lichen terrestre, la fameuse mouche. Là, oui, caribou, la mouche, oui. Ce qu'on appelle qu'on mouche avait, caribou depuis tout ça. Là, c'est ça. Qu'on avait ramassé. On avait fait des réserves à l'automne précédent. Ah, OK. Parce que quand il y a 3 ou 4 pieds de neige, c'est difficile à aller chercher. Il faut vraiment avoir des bonnes réserves. C'est ça, donc, exactement, oui. Dans des sacs, là, des sacs en plastique. Puis là, il y a ça. On avait aussi pourvu d'un bloc de sel, puis aussi du foin, là, du fourrage de 2e coupe. OK. Ça, ils en ont pris un petit peu. Mais surtout, la nourriture de base, c'était une moulée spéciale qu'on avait fait préparer là, depuis un certain temps. Donc ça, graduellement, en fait, il faut l'habituer graduellement pour pas qu'ils attrapent la diarrhée, tout ça. Okay. Puis ça a pris quelques semaines avant vraiment qu'ils trouvent le goût de la moulée. Puis là, après ça, c'était un moyen changement là, pour eux autres, qu'on le veuille ou non. Là, oui. Puis après ça, ben là, évidemment, quand le feuillage commence à se développer, les feuilles d'arbustes feuillus, ben là, ils en mangent, là, avidement. Okay. On a toujours maintenu ça. Puis avant de les libérer, ben là, il faut vraiment couper toute source artificielle, disons la moulée. Même le lichen, on a arrêté d'en donner à peu près une dizaine de jours avant. Oui, parce qu'avant qu'ils soient libérés, il fallait qu'ils reviennent à leur nourriture habituelle. Tout à fait. Et puis, il y avait des observations journalières. Tout à fait, c'est ça. Soit on était 2 sur place, donc on se partageait là. L'un faisait peut-être 2 heures le matin, l'autre 2 heures, mais on avait toujours aussi 2 caméras de surveillance là, en continu. Il reste à peine 2 minutes, Monsieur Paré. Après ça, ils ont été libérés le 23 juillet. Oui. Mais il y a eu des petits problèmes. Ben, un peu plus difficile, je dirais, pas à cause nécessairement de la technique, mais là, on essayait justement d'accueillir là, des journalistes, des médias locaux, puis tout ça. Donc, les gens, ils sont installés à la sortie, puis on a beau dire, faut pas bouger, faut rester. Ben, les caribous, quand ils arrivaient près de la sortie, ils les voyaient, puis ils reviraient de bord, ils revenaient. Fait qu'après 2 essais, on a enlevé tous les gens qui étaient à l'autre bout, puis on a réussi par après là, à les sortir. Et puis après ça, il y a eu une surveillance, un suivi par hélico. Oui. 4 fois 4 fois, depuis. c'est ça, à chaque semaine, tu sais, de fin juillet à la fin août. Puis les jeunes sont bien répartis avec leur mère. Puis
Ils ont Fait bien opération réussie, on peut dire à 100%. Ah, presque. Presque Il y a 100%. un enfant qui était mort-né, en fait, où la mise bas a eu lieu plus tard, puis il n'était pas en vie à la naissance. Mais à part ça, là, c'était impeccable. Monsieur Paris, merci infiniment. Il aurait fallu, j'aurais aimé parler des prédateurs possibles à ce moment-là, mais on va y revenir parce que on se rend compte, nous, c'est-à-dire en novembre, pour les statistiques sur l'orignal. Puis on pourra y revenir sur le sujet un peu parce qu'il y a encore d'autres choses à parler. Oui, on va avoir le repérage justement en période de rut des caribous. Fait que là, on va avoir une bien meilleure idée. Là, on en reparlera quand on parlera des statistiques de la chasse à l'orignal. Parfait. Et alors, M. Paris, merci infiniment. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi. C'est un grand plaisir. Ouais. C'est un plaisir qui est réciproque aussi, M. Paris. Alors, mesdames et messieurs, restez avec nous. On s'absente à attendre une petite courte pause et on vous revient. La population d'Authier-Nord réclame la réouverture de leur pont couvert fermé depuis 2011. Alors, j'en discute avec le maire de cette municipalité, M. Alain Gagnon. M. Gagnon, bonsoir. Bonjour. M. Gagnon, c'est quoi les raisons de la fermeture de ce pont? Habituellement, c'est sûr que quand on ferme un pont, on a des raisons. On dit tout le temps parce que le pont commence à vieillir. Mais les vraies raisons là, de cette fermeture-là, c'est quoi, M. Gagnon? Bon, les vraies raisons invoquées par le ministère des Transports. Oui, parce que ça appartient au ministère, c'est ça, oui. Moi, parce que c'est une reprise du ministère, on s'entend. C'est une reprise, exactement. Vous avez de bons mots, oui. Et puis, c'est ça. La vraie raison, c'est que suite à une inspection qui a été réalisée au printemps 2011, si je m'abuse, là, ils ont détecté une faille, une solive du pont qui était fendue. Okay. Et puis, là, ça a été le prendre bas de combat. Lorsqu'ils ont découvert ça, ils ont avisé la municipalité, dire par lettre, j'ai la lettre ici, et puis j'ai aussi les photos de la solive là, qui ont découvert, qui était fendue, craquée. Là. Et puis, là, ils ont dit, pour la sécurité des gens, là, ils ont dit, c'est bien $, mais ce pont-là, on est obligé de le fermer. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. À savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Comment on va faire, comment on va procéder pour le réparer. Oui, OK. Fait que là, ça, c'est arrivé au mois d'août 2011. Et puis, face à cette situation, on s'est dit, bon, regarde, s'il est visé, on se demande qu'est-ce qu'il y a eu. Là, il disait que c'était suite à un impact d'un véhicule routier dans le pont, tu sais. Puis nous autres, on se dit, un impact routier, dernièrement, il n'y a pas eu aucun accident dans ce pont-là. Ça date de combien d'années? Et même les charrues ne passent même pas dans le pont, rien. Mais ils ne passaient plus dans le pont depuis 2 ans avant ça. Depuis quand même un bout de temps, oui, c'est ça. Fait que, puis même nous autres, l'hiver précédent, on l'avait fermé. Précisément parce qu'on faisait une chose qu'on avait fait l'entente avec notre contracteur au niveau de l'entretien des chemins d'hiver. L'entente qu'on avait avec ce contracteur-là était... tu t'avances jusqu'au pont, et puis tu recules. Tu ne passes plus dedans. Puis tu refais du reculon. Il y avait des endroits pour virer. Puis, fait que là, ils ont fait ça un hiver ou deux. Et puis, suite à ça, là, même nous autres, on trouvait ça un peu dangereux. Tu sais, de marcher du reculon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on a décidé de fermer le pont. Du 1er décembre au 15 avril, on avait même une affiche. Je passe là, moi, souvent même. Puis, on avait décidé de fermer le pont complètement l'hiver. Pour justement éviter les nages. Et là, on dit, regarde, l'été, ça va, pas de problème, là, mais l'hiver, c'est pas. Parce qu'il faut dire aux gens qui ne sont peut-être pas au courant qu'il y a un autre pont. Bien, il y a le pont au village. C'est le pont du village, finalement, qui se trouve à 1 000. Une autre route, autrement dit, que pour aller à Authier-Nord. C'est ça. Mais il reste un fait que ce pont-là, c'est un pont couvert. Quand on sait que moi, j'ai pris mes renseignements, et des ponts couverts, en Abitibi, Témiscamingue et si on inclut le VVB, le Villebois-Paradis-Beaucanton, il y a 20 ponts couverts actuellement, dont 17 en Abitibi et Témiscamingue. C'en est un, ça. Oui. Puis c'est un patrimoine. Moi, je calcule que c'est un patrimoine, puis on devrait les conserver. Je suis contre, en tout cas, moi, je suis contre que l'on défasse ce genre de pont-là. À Macamic, on en a un ici, puis même les gens vont prendre une marche pour passer dans le pont. On sait c'est quoi, là. Quelles sont, M. Gagnon, les démarches qui ont été entreprises par la municipalité, qui ont été faites à venir à date, puis qu'est-ce que la municipalité entend faire dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années?
Bon, au départ, là, ce qu'on a fait, c'était de communiquer avec le ministère des Transports pour voir avec eux autres quelle était leur position face à ça, face à ça, puis on entend le réparer quand, ce pont-là. Avez-vous des solutions? Avez-vous quelque chose? Bon. Au ministère des Transports, on dit, bon, la première lettre qu'on nous dit, c'est sûr, on regarde avec une firme là, pour évaluer de quelle façon on va procéder pour réparer ce pont-là. C'est une structure complexe, puis ça demande quand même un bon investissement. Oui. Et puis, c'est pas un pont dans leur priorité. OK? Pour eux autres, c'est pas prioritaire de réparer ce pont-là parce que, précisément, on a un accès pour le village en passant par la route à côté. Oh oui, exactement. On trouve ça logique, mais on se dit, bon, regarde, on va lui donner, donner la chance au coureur. Oui. On va leur laisser le temps de sortir quelque chose. La première année, ça a resté comme ça. Durant l'hiver, ben, on a fait encore on a envoyé des lettres là, au ministère, dire, bon, est-ce que ça avance, le dossier? Est-ce que vous avez mandaté une firme? Une firme Non, pas encore. On est encore en attente. Encore en attente. C'est parce que le temps a passé, M. Gagnon. La position du député François Gendron dans ce dossier-là, quelle est sa position? François, nous, on a déposé, le 15 juin, on a déposé une pétition. Oui, une pétition de plus de 900 noms, qui a été remise au député de Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Puis qui va être apportée là, prochainement là, à la reprise là, à l'Assemblée nationale. C'est la session, OK. Qui reprend. Qui reprend là. Donc, ça va être apporté là. On était justement en communication, c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, avec son attaché de presse, avec M. Doré. C'est ça, oui. Samuel, et puis, justement, pour faire cheminer ce dossier-là, pour faire un dépôt officiel. Pour vraiment qu'il y ait un suivi à ça. Donc, la position de M. Gendron était oui, il va nous appuyer. Est-ce qu'on va réouvrir le pont pour faire passer des camions? Non. C'est pas mon intention. Non. Moi, mon intention, c'est d'ouvrir le pont pour qu'on soit capable de passer en auto, que les gens passent en patin roulette, que les gens passent en vélo. Puis, quitte à le laisser fermer durant l'hiver. Oh, l'hiver, il va être fermé. Il va être fermé l'hiver. Très vitement, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Est-ce que la municipalité pourrait se porter acquéreur? C'est une éventualité, c'est une chose j'avais discuté avec un autre maire, là, dire faites la demande au ministère des Transports de devenir propriétaire de ce pont-là, de demander la propriété du pont puis qu'on le répare. Mais on a eu, suite à notre rencontre, suite à notre pétition du 15 juin, le 4 juillet, le ministère des Transports nous a envoyé une lettre en nous disant qu'il envisageait une forme de réparation pour une réouverture, tu sais, mais plus comme on veut en réalité, c'est pour les autos. Puis, fait que là, ils ont mandaté encore une firme là-dessus, là, mais on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu d'autres nouvelles de ça. M. Gagnon, c'est tout le temps que nous avions, mais une chose est certaine, c'est qu'on va suivre ce dossier-là, puis je vais vous réinviter après les fêtes, durant l'hiver, à savoir s'il y a des changements, puis où est rendu ce dossier-là, puis ça va me faire toujours bien plaisir de vous réinviter parce que je veux qu'on suive ce dossier-là. Monsieur Leclerc, je vous remercie beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis on se revoit sûrement en 2015 pour ça. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.